Le GR65, ou plus communément appelé le chemin de Compostelle, en petite partie, est sans doute l'un des plus populaires de France, tant il est emprunté par de nombreux marcheurs chaque année. Environ 1100 km de routes, de chemins, de campagnes, de villages, d'églises, de cathédrales, et traversant 13 départements français, forment ce GR. Je l'ai parcouru dès 2017, en commençant par la voie du Puy, et l'objectif, comme celui de nombreux marcheurs, était de me rendre à Conques. J'ai emprunté de magnifiques chemins sur les plateaux de l'Aubrac. En 2018, je suis parti de chez moi, de la Balme de Sillingy, empruntant les chemins environ une douzaine de journées pour me rendre jusqu'au Puy-en-Velay. En 2019, j'ai poursuivi mon chemin qui s'était arrêté 2 années auparavant à Conques, jusqu'à me rendre à Moissac. Durant mon périple, j'ai pu traverser les villes de Figeac et de Cahors, mais également traverser les régions des Causses et du Quercy. Et en 2021, je suis reparti de cette ville, et après 13 jours de marche environ, j'ai atteint le col de Roncevaux, et j'en ai fait une vidéo que vous pourrez voir en lien dans la description. Après tous ces chemins parcourus, et évidemment la partie espagnole encore à compléter, que me restait-il à parcourir pour boucler le GR65 ? Eh bien environ une soixantaine de kilomètres en partant de Genève. Cela allait être aussi facile que ce qu'on pourrait croire sur le papier, eh bien c'est ce que vous allez voir. On prend le bus avec ma mère en partance d'Annecy très tôt le matin, le tout sous une pluie battante. Une fois arrivé à Genève, le temps s'est un peu calmé. Le temps de se perdre et de rebrousser chemin. On se laisse guider dans les rues de Genève au gré des indications du chemin de Compostelle. On traverse différents quartiers et on se rapproche peu à peu de l'extérieur de la banlieue de Genève. Un peu avant d'arriver à Carouge, on traverse le Rhône. Et dans Carouge, j'ai particulièrement apprécié le charme de cette rue que vous voyez actuellement. Et ainsi, au fur et à mesure des mètres parcourus et des chemins rebroussés, on perçoit que le chemin nous guide peu à peu vers la campagne à l'extérieur de Genève. Un peu plus loin, on aperçoit le Salève, premier point de repère qu'on reconnaît. Alors qu'il faut suivre les bandes blanches et rouges en France pour se repérer sur le chemin, en Suisse, c'est ce chiffre 4 qu'il faut regarder. Nous sommes maintenant en race campagne et on sent qu'on s'approche de la frontière française. Je vous laisse admirer notre marche parmi champs et vignobles. Nous voilà enfin arrivés à la frontière, mais malheureusement celle-ci est bien gardée. Nous devrons affronter une bête sauvage, bruyante et redoutable pour pouvoir la franchir. Indemne et une fois la bête vaincue, nous avons pu passer à la frontière et le symbole change. On voit apparaître des coquilles, et les panneaux sont également différents. Quelques encablures après avoir passé la frontière, nous arrivons bientôt à Nédan. Cependant, nous y arrivons sous une pluie battante, alors on est obligé de mettre les ponchos. Et un peu plus loin, après s'être restauré à la Migros du coin, à coup de spécialités savoyardes du type un petit plat asiatique à base de nouilles et de sushi, on se découvre puisque le temps est meilleur. À la sortie de Nédan, vous verrez une montée bien casse-pattes jusqu'à une chapelle. Pour information, une fois arrivé à la chapelle, vous aurez une magnifique vue sur la vallée du Genevois, et peut-être encore plus lorsqu'il fait meilleure météo. Bern, okay. And you finish 1 week now. in 1 week? Yeah. Okay. And you?
In 2 days. In 2 days. Yes. It's just a short. Un peu après sur le chemin, nous avons croisé deux Allemandes qui faisaient également le chemin de Compostelle. Nous avons tenté d'échanger un petit peu avec elles en anglais, mais c'était pas possible, moi je parle pas allemand. Donc on s'est fait comprendre comme on a pu, c'était sympa. Nous voilà maintenant à Beaumont. À Beaumont et à plusieurs reprises depuis le début de notre cheminement sur le GR65, nous n'avons pas manqué de voir quelques monuments qui justement rappellent aux pèlerins qu'il est bien dans la bonne direction. Toujours en longeant le bas du Salève, comme tout au long de cette journée, on arrive bientôt à la forêt qui nous mène à la Chartreuse de Pommiers. Après la sortie de cette forêt, nous voilà arrivés à la Chartreuse de Pommiers. On n'oublie pas de s'arrêter et de reprendre des forces à coups de figues séchées. Et évidemment, l'atout énergie de cette marche, le sachet de MMM, ce qu'on éclatera. Peu après, à Saint-Blaise, le temps se recouvre. Et on croisera sur notre gauche à la descente le hameau du Père Noël que je n'ai malheureusement pas pris le temps de filmer. Puis nous arrivons ensuite au col du Moncion. Peu après le col du Moncion, on traversera quelques hameaux pour descendre ensuite à Charly-d'Andilly, là où les fameuses médiévales prennent place au mois de mai, et ce sera notre étape du soir. On a super faim et on a hâte de se préparer une grosse platée de coquillettes au pesto rosso et de dormir sur les matelas du gîte. Bonne nuit. Deuxième jour de marche pour nous aujourd'hui, on se réveille dans le gîte. J'ai fait une nuit comme jamais personnellement. On a dormi dans le froid et il est temps d'avaler le petit-déj. Alors juste avant de partir, on prend le temps de visiter un petit peu Charly, notre village d'étape, en visitant l'église sous la grisaille du matin. Et on prend également le temps de discuter avec une habitante du village qui nous relate un petit peu l'évolution de son village, dans lequel malheureusement il n'y a plus grand chose à faire ni de commerce pour les habitants. Contrairement à de nombreux villages de Haute-Savoie qui font le plein et qui arrivent à se remoderniser grâce à la présence des touristes, des frontaliers et des nouveaux arrivants, c'est malheureusement pas le cas de Charly, à part une auberge qui ouvrira prochainement. On prend notre temps pour avancer au gré des chemins savoyards et des forêts qui nous bercent. Les forêts succèdent aux chemins boueux et les chemins boueux succèdent aux forêts et parfois c'est même les deux combinés. Et on se retrouve dans des endroits très calmes où on a le temps d'écouter et de prendre plaisir à entendre le chant des oiseaux. Petit à petit, le soleil fait sa réapparition et c'est vraiment chouette. Ça nous fait vraiment du bien de voir le retour du soleil et ça nous permet d'enlever quelques couches de vêtements aussi. Les quelques monuments qu'on croise sur le bord du chemin nous permettent de faire quelques pauses qui rappelle aux marcheurs qu'il est bel et bien sur les chemins de Compostelle en Haute-Savoie. La marche est devenue bucolique aujourd'hui, et le soleil nous berce de plus en plus. On est presque en t-shirt maintenant au mois d'avril, et on se dirige doucement mais sûrement vers le Vuache. Au loin, en face de nous, on aperçoit nos montagnes un peu familières, que ce soit la Mandalase, le Mont Verrier, la Tournette ou encore le Semnoz, mais on se dirige vers le Vuache.
En se dirigeant vers Frangy, on en profitera pour faire un petit détour dans un village un peu perché, qui nous fait grimper un petit peu et puis chauffer les jambes. Mais ça vaut le coup puisqu'on aura l'occasion d'y remplir nos gourdes avant de redescendre. Sans le savoir, nous nous arrêtons à côté de ce gros château qui est également une ferme. Et le soir, une fois arrivé à Frangy, en discutant avec notre hôte des caves du château, donc c'est l'auberge où on est resté pour dormir et manger, et bien notre hôte du soir était justement le propriétaire de ce fameux château. Une fois donc arrivé à Frangy, on se retrouvera gentiment attablé histoire de se rafraîchir avec une ou deux bières. Et une fois après s'être bien rafraîchi et bien posé, eh bien on se dirigera gentiment vers les caves du château, là où on passera notre soirée et où on dormira. Allez, c'est reparti ce matin. Comme on dit, la nuit porte conseil. Et du coup, vu qu'on a dormi comme des bébés, eh ben j'ai été bien conseillé. Ça fait du bien de faire une nuit pareille. Si la bonne humeur de ma mère, contente d'être là, m'accompagne ce matin, j'ai aussi un autre compagnon de route qui m'a rejoint ce matin. C'est ma sciatique. Le poids du sac et l'usure de la marche n'aidant pas, elle est revenue. Mais bon, avec l'expérience, on sait comment s'en sortir et puis on apprend à serrer les dents tout en marchant gentiment. Au sortir de Frangy, ça monte, et le paysage est à couper le souffle. Et pas un pet de nuages pour venir gâcher tout ça. Ça change vraiment du premier jour où on est parti. Évidemment, on s'éloigne de plus en plus de notre point de départ et au loin on arrive à apercevoir le Salève qu'on a quitté 2 jours auparavant. Pour l'anecdote, ça me rappelle mon départ, quand je suis parti du Puy-en-Velay. Pendant quelques jours, on avait en ligne de mire des éoliennes qui nous accompagnaient sur les sommets. C'est dans ces moments-là qu'on arrive à apprécier toute la distance déjà parcourue. Et dans les sous-bois qu'on traverse, ça sent le printemps. Évidemment, ça se sent pas à l'image, mais nous on en a pris plein les narines avec tout ce taille des ours. Après pas mal de coins vallonnés, on arrive maintenant bientôt à Dessingy. A nouveau, le temps de faire une petite pause casse-dalle le long de la route, on aperçoit toujours le Salève là-bas au fond, tel un phare dans les vallons verdoyants de la Haute-Savoie. Le temps se réchauffe de plus en plus au printemps, et heureusement il reste quelques sous-bois pour nous abriter et nous aider à la marche. C'est plutôt amusant puisque sur les chemins de Compostelle, quelque part, il y a quelque chose de grisant. Plus on se rapproche du but, moins on a envie d'y arriver rapidement. Alors que quand on démarre, on sait qu'on a envie d'avaler les kilomètres et d'aller à toute vitesse. On prend plaisir à la marche, tout en pensant évidemment à la destination, mais en appréciant évidemment tous les mètres qui passent sous nos pieds malgré les douleurs. Sur notre droite en contrebas, on aperçoit maintenant la vallée du Rhône, et plus précisément Seyssel, donc ce sera notre point d'arrivée aujourd'hui. J'oubliais de le préciser un peu plus tôt quand on est passé à Frangy, mais entre Seyssel et Frangy, vous trouverez pas mal de vignobles, notamment la Roussette ou la Mondeuse.
On redescend petit à petit le Mont des Princes, la montagne qui jonche Seyssel. Juste avant Seyssel, on y traverse des patelins, et puis dans ces patelins, comme vous le voyez sur ces images, on y voit ça et là pas mal de choses le long du chemin qui sont laissées pour les pèlerins, et ça permet de penser à autre chose qu'à ses pieds. Encore quelques hectomètres à parcourir. En bas de la montagne qu'on aperçoit en face, je sais que c'est là mon point de destination. Ça paraît vraiment insignifiant comme ça, mais je trépignais d'impatience d'y arriver. Exactement la même impatience que quand je trépignais devant mon groupe préféré sur scène. Et contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'envie de marcher un peu plus quand on est bientôt au bout. Alors évidemment, quand on est bientôt au bout, on se sent pousser des ailes et c'était notre cas. Et pour le coup, moi j'avais vraiment envie de boucler la boucle. Et là, on est vraiment pas loin du bout. Et maintenant, dans la descente de ce chemin caillouteux, je sais que derrière se trouvera la route qui mènera au croisement que j'ai laissé il y a 4 ans en arrière. Je savoure chaque pas avec un grand sourire aux lèvres. Ça dira grand chose à personne, ou sinon peut-être aux gens qui sont allés jusqu'au monument de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais pour moi, quelque part, les quelques mètres qui me restent à parcourir, c'est probablement l'expérience de marche la plus grisante que j'ai eu à faire ces 5 dernières années. J'ai toujours du mal à croire qu'en fait, je viens simplement de relier la France d'est en ouest en marchant. Ça paraît très simple comme ça, relier un point A d'un point B, surtout quand on est très proche de chez soi. Et quand on regarde en arrière, et qu'on voit qu'on a accompli environ 1100 km, et même si on les a fait dans le désordre, lorsqu'on relie les pièces du puzzle, eh bien quelque chose de très beau transparaît lorsque l'on aura tout rassemblé et que l'on regarde en arrière. La distance parcourue, les souvenirs, les moments de galère, la pluie, le beau temps, les rencontres avec les autres marcheurs, les longs moments en solitaire, les moments de douleur à lutter contre son corps, le bon petit repas du soir chez les hôtes, qui est une sorte de carotte qui fait avancer, la bonne douche bien méritée. Mais en fin de compte, pourquoi faire tout ça? Quel est le sens de la marche? Qu'est-ce qui reste? En fin de compte, assez peu de choses finalement, si ce n'est des souvenirs, des rencontres ou des moments, mais surtout l'expérience de l'avoir fait, et d'en parler comme un souvenir heureux. Mais certainement pas pour s'en vanter. Certains sont allés plus loin et ont fait bien plus, mais au final, le plus important, c'est de faire le premier pas. Merci pour votre soutien, et à très vite.